Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tangente, le podcast qui relie des trajectoires différentes autour d'un même point commun, la tech. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. On est sur plein de réseaux. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça nous aide vraiment et ça nous pousse à sortir de nouveaux épisodes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode avec Hugo Lassiège, donc qui est cofondateur et CTO de Malte. On a eu le premier épisode qui était sorti il y a quelques mois. J'ai pris un petit peu de retard sur tout ça avec un déménagement, changement de pays, etc. Donc pas mal de choses. Mais le deuxième épisode est maintenant sorti. Donc dans le premier épisode, on avait parlé un petit peu de ses débuts en freelance, la transition vers l'entrepreneuriat, son rôle et sa vision du rôle de CTO, etc. Dans cet épisode, on va continuer, mais aller un petit peu plus loin. On va parler de l'IA, voilà, l'intelligence artificielle, le rôle qu'elle a, l'impact qu'elle a dans le freelancing, quels sont les enjeux de la facturation, le positionnement, comment trouver des missions, etc. Et puis, on parlera aussi de la pression du marché, le marché qui est très tendu en ce moment. Donc voilà, on va aborder tous ces sujets avec lui. Installez-vous confortablement et puis je vous laisse pour la deuxième partie de notre échange. Merci de nous suivre et à bientôt. T'as eu des coups de pression des fois par... Il y a eu des fois où vous avez dit, là, ça met la boîte limite en péril. T'as jamais eu des fois, je sais pas, des mecs qui vont s'inscrire, en fait ils vont mettre un lien vers un site de vente d'armes, de drogue, de si... Je sais pas, mais tu vois, je pense à des trucs où... Je donne pas d'idées, mais tu vois, je pense à des trucs où je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu des fois où tu t'es pris un coup de pression et tu t'es dit, ouais, ça peut remettre toute la boîte en question là, avec la connerie d'un utilisateur ou... Non. Okay. On a eu des trucs, tu vois. Il y a des trucs que j'ai même pas compris à quoi ça servait. C'était il y a longtemps, tu vois. C'était genre 2015. Il y a eu des gens qui ont fait une copie miroir de Malte, mais ils ont changé tous les profils pour faire des trucs X. J'ai pas compris l'intérêt. Il n'y avait pas d'enjeu de réputation, parce qu'honnêtement, tu tombais pas dessus par hasard, et puis tu voyais bien que c'était quand même pas mal, tu vois. Quel était le but, je sais pas. Il y a... bon, évidemment, encore une fois, tu as tout ce qui est un peu parasitisme économique. Il y a eu un truc une fois où c'était un peu chiant parce qu'il y a une boîte, il y avait deux boîtes qui faisaient du freelancing en 2014-2015 qui ont fusionné, tu vois, ils sont fusionnés. Et elles se sont appelées Upwork. À l'époque, c'était pas Upwork, c'était Elance et Odesk, je crois, les deux boîtes. Quand elles ont fusionné, elles se retrouvent avec un nom qui est... En fait, nous, on s'appelait pas Malte à l'époque, on s'appelait Upwork. Upwork, autant te dire que pour un français, la prononciation, elle est quand même assez proche. Et de toute façon, personne ne savait l'écrire. Moi, quand je disais Upwork, les gens disaient « comment tu l'écris ?» Donc, c'était un peu embêtant sur notre marché, quoi. Donc, on a eu des discussions importantes avec Upwork à l'époque, qu'on a résolu en changeant de nom, mais pas gratuitement. C'est quoi pour toi qui faisait la différence entre un freelance qui arrive à perdurer pendant 10 ans et quelqu'un qui arrête pendant 1 an? Alors j'enlève peut-être le cas où tu disais peut-être justement qui se fait prendre dans une entreprise pour un contrat très longue durée et que l'entreprise, c'est presque du salariat déguisé parce que tu vois, moi j'ai des amis aussi dans mon entourage, ça fait 2 ans qu'ils sont dans la même entreprise, ils sont à leur compte. Bon, enfin tu vois, c'est le freelance, normalement dans l'idée qu'on s'en fait, c'est un use case, mais dans l'idée ça reste quand même pas ça normalement, quoi. Ouais. Pourtant c'est assez fréquent. En vrai, les missions longues, pour des devs je parle, c'est plutôt la norme en vrai. Okay. Alors t'as des boîtes qui vont mettre des limites à 18 mois, d'autres... En fait, il n'y a pas de limite légale. Il n'y a pas un truc qui dit c'est 12, c'est 18, c'est 3 ans, c'est... certaines boîtes ont mis en place ça au niveau de leur système d'achat. Mais c'est pas... ça correspond à zéro contrainte légale. Et de toute façon, bon, je vais pas revenir très longtemps dessus, mais ils ont pas de... il n'y a aucune chance, en fait, de se faire retoquer pour salariat déguisé à partir du moment où tu bosses avec des gens qui sont en EURL ou en SASU. Ah oui, ok. Tu vois, tu fais bien de le dire. Moi, je pensais qu'il y avait un système où il fallait qu'ils s'arrêtent peut-être quelques jours et reprendre pour pas que ce soit du salariat déguisé. Ok, je pensais. Alors, en fait, le truc, c'est que t'as plusieurs... Alors, attention, parce que, évidemment, tout ce que je vais dire, il faut le faire valider par des gens qui sont un peu meilleurs que moi sur ces aspects-là. Enfin, c'est quand même un sujet que je connais. T'as deux choses. T'as le prêt de main-d'œuvre et le délit de marchandage.
Donc ça encadre en fait la relation entre quelqu'un qui va prêter un employé d'une entreprise à une autre. D'accord ? Typiquement, une ESN qui prête un employé à une entreprise. Eh bien, si la relation est très longue, au bout d'un moment, on va dire attention, en fait, la personne qui est prêtée, en fait, elle bénéficie pas des avantages dont elle aurait pu bénéficier en étant dans l'entreprise finale. Typiquement, elle n'a pas les mêmes avantages sur, par exemple, les congés. Parce que c'est vrai que quand tu es, par exemple, prêté à, je sais pas moi, la Société Générale a des avantages qui sont quand même assez intéressants en interne. Donc quand tu es d'une ESN et que tu bosses pas mal de temps chez eux, bah, au bout d'un moment, tu peux te dire, ils auraient pu créer un poste, puisque je suis là depuis, je sais pas, 3, 4, 5 ans, pourquoi est-ce qu'un poste n'a pas été créé ? Moi, j'aurais bénéficié de quelque chose de supplémentaire. Donc ça, c'est un truc, effectivement, qui va être surveillé, parce que c'est au détriment du salarié. Et on va vouloir protéger le salarié. Dans ces cas-là, on va dire, non, il doit y avoir embauche de la part de l'entreprise finale. Ça, c'est donc dans le cadre du délit de marchandage, et je ne me rappelle plus comment il s'appelle l'autre, le truc, prêt de main-d'œuvre, un truc comme ça. Ensuite, tu as un autre truc aussi, c'est quand tu as des entreprises qui vont, par exemple, c'était arrivé à un organisme de formation il y a plusieurs années, ils avaient des formateurs, et en fait, ils se sont dit du jour au lendemain à tous leurs formateurs, désormais, vous sortez de la boîte, vous n'êtes plus salarié, vous passez en auto-entreprise, ça va être beaucoup plus intéressant pour vous, parce qu'il y a 20% de charge, ou 22%, et pour nous, c'est aussi évidemment très intéressant, tu m'étonnes, plus de charges patronales. Ça, typiquement, c'est pas du tout dans l'intérêt du salarié, parce que certes, il a moins de charges, mais enfin, de cotisation, je préfère le mot de cotisation, mais s'il a moins de cotisation, c'est aussi qu'à la fin, il a une moins grande protection. Et donc, l'URSSAF va venir ici en disant ça, c'est pas normal. Vous avez fait pression sur ces personnes-là pour qu'elles deviennent entrepreneurs. Elles bossent que pour vous, donc là, clairement, ça se sent qu'il y a quand même anguille sous roche. Et en plus, vous cotisez beaucoup moins qu'avant sur le modèle social français. Ça, c'est retoqué aussi. Par contre, URL et SASU, tu payes des charges sociales qui sont équivalentes à ce que tu paierais en tant que salarié. Donc là, alors, je dis pas que c'est pas possible. Il y a plein de gens qui vont te dire que c'est possible. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu des URL ou des SASU se faire retoquer pour salariés déguisés. Jamais. Parce que, au niveau de l'URSSAF, c'est strictement identique en termes de cotisation à la fin. Et eux ne rentrent pas dans tout ce qui est délit de marchandage, etc., parce que c'est pas un prêt de main-d'œuvre. C'est une relation commerciale. Donc il n'y a pas un prêt de salarié, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une ESN qui prête quelqu'un. Donc tu rentres pas non plus dans ce cadre-là. Et la dépendance économique, qui est le dernier truc sur lequel souvent on dit les freelances ils sont en dépendance économique parce qu'ils font plus de 80% de leur chiffre avec le même client. La dépendance économique, c'est souvent on retient ce truc qui est si tu fais plus de 80% de ton chiffre avec un client, tu es en état de dépendance économique. Alors, c'est pas exact. C'est pas que c'est faux, c'est que c'est pas exact. Je sais, la nuance est bizarre. En fait, la dépendance économique, elle est établie selon ce qu'on appelle c'est un peu un faisceau de preuves. Tu vois. Il y a plusieurs éléments qui doivent concorder pour dire que tu es en état de dépendance économique. Effectivement, la notion de je fais plus que 80% de mon chiffre d'affaires avec une seule et même entreprise, c'est un élément qui rentre dans ce faisceau de preuves. Par contre, tu es développeur Java sur la région parisienne. Je peux te dire que le marché de l'emploi, il est extrêmement actif. Donc tu peux pas. Et ça, je peux le démontrer parce que je sais exactement quelles sont toutes les offres qui passent sur toutes les plateformes de freelance, enfin en tout cas celle de Malte. Donc tu ne peux pas être en état de dépendance économique parce que tu pourrais changer de client. Donc la dépendance économique ici, elle serait nulle et non avenue. Attention, il y a certains types de freelance qui bossent sur un framework très spécifique, qui est lié à une entreprise, tu vois, dans des conditions où en fait, qui ne pourraient pas le renouveler ailleurs. Là, oui. Là, il y a un vrai risque. Mais pas un développeur Java, par exemple. Pas un développeur Next, React, tout ça. Bon, ça, non. Ok. Ok, d'accord, oui, c'est intéressant. Et c'est des choses qui arrivent quand même assez rarement, enfin, de ce que tu dis. En tout cas, tu l'as jamais vu sur certains aspects. Tous ces problèmes-là, nous, on les a jamais vus sur Malte. Et de toute façon, on est backé par... on a un ensemble de personnes qui bossent sur ces sujets pour que ça n'arrive pas, parce qu'on met en place tous les dispositifs pour éviter que ça arrive. On a aussi des mécanismes de... comment dire... Enfin, on a tout un ensemble de contrats aussi qui sont bien carrés sur la façon dont se passent les relations commerciales entre les entreprises. Puisqu'on parle finalement de relations entre entreprises. Donc ça n'est jamais arrivé chez Malte. Par contre, je l'ai vu à l'extérieur. L'organisme de formation dont je te parlais tout à l'heure, c'est un truc qui avait fait les gros titres dans les journaux il y a quelques années, tu vois.
Mais là, c'était fait n'importe quoi. Enfin, là, c'était n'importe quoi. Là, c'était clairement une arnaque. Ok, d'accord. Ok, ouais, donc c'est. Non, mais t'as bien fait de faire. Tu vois, moi, j'avais pas du tout cette connaissance-là. J'en avais pas du tout à mon idée. Donc, non, t'as bien fait de parler de ça. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, pour toi, une limite pour les freelance tech en Europe par rapport à ce qui peut se faire aux États-Unis, notamment? Une limite de quelle nature? Alors, ça peut être une limite financière, ça peut être une limite dans les offres qui se font, ça peut être une limite peut-être réglementaire. Et est-ce que vous avez vraiment une grosse différence? Alors, moi, je suis sur Malte aussi, donc tu vois, des fois, je me connecte de temps en temps. Là, en étant localisé aux États-Unis, je ne peux pas me connecter, je suis obligé de choisir que je suis en France sur Interface. Vous n'êtes pas aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Alors oui, si tu parles vraiment que de Malte, oui, il y a une dimension locale. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es présent sur une zone géographique, on va faire en sorte de te faire correspondre avec des gens qui sont sur la même zone géographique. Mais ça, c'est pas une limitation au freelancing en lui-même. Tu pourrais très bien avoir une entreprise commerciale aux États-Unis et travailler avec une entreprise commerciale en France. Ça c'est pas une limitation. Tu peux avoir des problématiques d'assurance, parce que tu as des assurances qui refusent. Tu sais que la plupart des assurances RCP, elles refusent de couvrir les relations avec un client américain, par exemple. Ok. Ou alors, il faut que tu le demandes explicitement. Mais le contrat par défaut, souvent, il exclut les US. En dehors de ça, sur financièrement, globalement, le marché européen, il n'est pas mature de la même façon par tous les pays. Typiquement, l'Espagne est moins mature que le marché néerlandais, par exemple. Tu vois. Il y a un fossé entre les deux, en termes de maturité de marché. Donc, tu vas retrouver des limitations en termes de... Enfin, déjà, les clients que tu vas pouvoir trouver en Espagne sont beaucoup moins intéressants et importants que ceux que tu vas trouver aux Pays-Bas. Et tu pourras être payé moins cher aussi. Donc, tu as des différences assez importantes de TJM, donc la fameuse tarification journalière des freelances. Tu vas avoir des différences assez importantes suivant les pays. Après, c'est des moyennes, ou des médianes. Et tu peux avoir des gens qui vont tirer très 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 haut quand même dans leurs tarifs pour une expertise spécifique, pour une niche, tu vois, ou parce qu'ils vendent autre chose que juste de la tech. Ça peut être des missions un peu plus conseil ou du forfait ou des choses comme ça. Les US, je connais un petit peu moins. Je sais juste qu'il y a énormément de ce qu'on appelle des contracteurs ou des freelances aux US. Je saurais moins te dire, si tu veux... Enfin, je saurais pas comparer en fait le type de boîte sur lequel ils peuvent atterrir versus celle où tu peux atterrir en France. Okay. Sur la France, donc là je parle même plus des autres pays européens, globalement tu peux atterrir à peu près partout, sauf les big tech US. Bon, encore que, j'ai une connerie, parce qu'en fait souvent tu bosses en contracteur pour pas mal de boîtes. Enfin, je connais quelqu'un qui bosse chez Shopify, et il bosse en tant que contracteur français. Je connais quelqu'un pareil chez GitHub et c'est pareil. Donc non, en fait, tu peux atterrir à peu près partout. Ok. Et alors peut-être deux petites questions un peu encore sur le freelancing avant de bouger ça dessus. Est-ce que tu penses que l'IA est en train de jouer un rôle décisif sur le côté freelance avec des gens qui vont utiliser que de l'IA ou qui vont se survendre par rapport à la compétence, ou vous voyez un change vous, côté maths sur ce côté-là? On voit un change sur la typologie des métiers qui sont inscrits sur Malte et sur évidemment la revendication de telle ou telle compétence liée à l'IA. Ça, évidemment, ça tu le vois parce que le marché du freelancing, évidemment, il s'est adapté. Et après, les impacts sont différents en fonction des métiers. Tu vois, tu as des métiers dans tout ce qui est design, par exemple, où globalement, tous les jobs où il s'agissait de clients qui cherchaient des graphistes pas chers pour faire un logo, par exemple, globalement, ces gens-là, maintenant, ils le font eux-mêmes, tu vois. En fait, ils ont arrêté de bosser. Par contre, ils ont pas... les gens qui faisaient des prestations un peu plus élaborées, tu vois, avec une conception de site web en entier, avec du design de l'interface, etc., ces gens-là, ils continuent à avoir du boulot. Par contre, eux-mêmes peuvent utiliser de l'IA. Ils peuvent utiliser de l'IA pour aller plus vite. Donc tu vas avoir des impacts un peu... globalement, tous les trucs, tous les métiers un peu entrée. Alors, entrée de gamme, ça fait un peu dur de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jobs, si tu veux, où finalement c'était plus du volume qui était visé, comme par exemple la création de logos. Ces métiers-là, ils sont plutôt en danger. Les autres aujourd'hui, ils vont potentiellement, je suis pas devin, donc aujourd'hui j'ai un peu du mal encore à savoir, mais ils vont potentiellement profiter de ces outils-là pour aller plus vite et donc peut-être cumuler plus de clients.
tu vois. Parce que c'est vrai que sur des métiers design, marketing, etc., tu as tendance à jongler entre les clients, tu vois. C'est souvent des contrats courts. Donc, si tu peux aller plus vite dans ta réalisation, c'est assez intéressant. Tu as déjà des outils qui sont utilisés. Quand on dit l'IA, souvent les gens pensent LLM. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Tu vois, les outils de détourage automatique dans Photoshop, c'est déjà des usages de l'IA, quoi. T'as énormément d'outils aussi pour, par exemple, de la reconnaissance de voix. Tous les gens qui font du montage vidéo, t'as énormément d'outils aujourd'hui, tu vois, qui sont disponibles pour faire du speech to text ou du text to speech. Enfin bref, je te fais pas la liste complète, mais ces outils-là vont améliorer la productivité pour certains métiers. Donc ceux-là vont pouvoir en bénéficier. Et puis après, oui, tu as des nouveaux métiers aussi. C'est-à-dire que tu as... je sais même pas à quoi ça correspond. Moi, j'ai vu des gens s'inscrire en tant que prompt engineer sur Malte. Honnêtement, j'ai pas été regarder exactement ce que ça voulait dire. Métier, j'ai un peu du mal à comprendre ce que c'est. Mais ouais, je vois des nouvelles typologies de métiers. Mais tu sais, comme il y a quelques années, il y a des typologies de métiers qui sont apparues sur Malte, qui... on est assez bon pour voir des tendances comme ça. Tu vois, le no-code, tu l'as vu assez rapidement sur Malte, parce que forcément, les freelances sont les premiers à faire de la veille technologique et à s'adapter à un marché. Donc, on est capable de voir ça, on est capable de voir les tendances émergentes. Donc, tout ce qui était cloud engineer aussi, il y a plusieurs années maintenant, tu vois, on a vu l'essor et la demande aussi. On voit l'essor de l'offre et on voit l'essor de la demande, qui des fois se rejoignent pas. Tu peux avoir une offre qui croît plus vite que la demande ou l'inverse. Ça, c'est des données qui sont hyper intéressantes, ouais, regardez. Est-ce que, avec tous les profils que tu as vus, tu as des conseils pour les freelances, pour avoir un meilleur TJ, pour trouver plus de clients, c'est quoi un peu les meilleurs conseils du coup, ou en tout cas même si c'est que lié à Malte, pour être plus visible, plus de clients, de meilleurs clients peut-être? C'est dur parce qu'en fait ça dépend toujours de pourquoi tu es freelance. C'est-à-dire que je donnerais pas du tout les mêmes conseils à tout le monde si tu veux. Quelqu'un qui est freelance, mission longue, machin, etc. Pour moi c'est pas du tout la même chose que le graphisme dont je parlais tout à l'heure. Tu vois, ils ont pas les mêmes enjeux. Moi je vais te dire ce que j'ai appliqué en tant que free. Voilà. Enfin ça c'est ce que j'ai fait. Je dis pas que ça s'applique à d'autres. Mais globalement j'ai assez vite compris que ce que je gagnais c'était pas que de l'argent. Ce que je gagnais, c'était du temps. Au début, je me suis cramé. Au début, j'ai cherché à gagner de plus en plus, et donc j'ai fait beaucoup de jours, etc. J'ai fait une première année de freelancing. Je sais plus combien j'ai fait de CA sur une année, mais c'était beaucoup, quoi. Et par contre, j'étais lessivé. Et donc à ce moment-là, j'ai compris que c'était pas la bonne idée. C'est pas comme ça qu'il fallait que je raisonne. J'ai compris que j'avais gagné du temps. C'est-à-dire que je pouvais troquer une partie de mon CA avec ça. Donc après, je me suis fait un petit fichier Excel qui était tout bête, mais qui calculait en fait le nombre de jours ouvrés qui restaient jusqu'à la fin de l'année, tu sais, en excluant les jours fériés, etc. Et donc je me faisais un objectif de CA fin d'année pour avoir un objectif en fait de nombre de jours de entre guillemets de congé. Alors je dis entre guillemets parce qu'en fait je faisais des conférences, je faisais d'autres trucs, tu vois, ou des side projects. Donc moi je l'ai vu, enfin ce que j'ai appliqué en tout cas pour moi, c'est de sortir du stress de l'objectif de CA, mais plutôt de le voir comme une façon de me libérer du temps. Ça, c'est un premier truc qui, en tout cas, a marché pour moi. Voilà, je le dis. Il y a des gens qui veulent. Leur objectif, c'est purement financier, je le comprends, mais moi, c'était pas ça. Deuxième truc, c'est pas contradictoire, mais en tout cas, c'est important de se dire que il vaut mieux filtrer les clients en mettant des tarifs plus hauts. Souvent, les gens, ils ont tendance à se dire, je vais mettre des tarifs pas chers, comme ça, je vais avoir plus de leads. Ouais, certes, mais plein de mauvaise qualité. Et puis, en fait, moins les gens payent cher et plus les gens sont chiants, bizarrement. Je préfère mettre des tarifs plus élevés. Et en fait, les clients sont plus agréables. Ok. Pourquoi ? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est comme ça. Et puis, ça donne aussi un côté un peu premium, quoi. Tu te vends plus cher. Parce que en fait ça donne une indication que tu es censé être meilleur, tu vois. Donc finalement il y a une sorte de produit un petit peu, c'est un peu une sorte de marketing, une forme de marketing. Tu te marketes comme étant un produit plus entre guillemets plus luxe. Peut-être aussi pour ça que tu as des clients qui sont plus agréables. Par contre, après il y a une différenciation, tu vois, sur les freelance, sur le freelancing, c'est est-ce que je fais du résultat ou du temps passé. Est-ce que je vends du forfait ou est-ce que je vends du temps? Si tu vends du forfait, il faut être vraiment conscient que c'est risqué pour plein de raisons différentes. Et il faut vraiment être carré sur la façon dont tu le fais.
Moi, j'ai tendance à dire évite au début. Bon, sauf quand t'as pas le choix, parce que quand tu bosses sur, je sais pas, par exemple, un monteur, il bosse au forfait. Voilà. Mais, quoique, il pourrait, tu me diras, je dis une connerie, il pourrait bosser au temps passé, mais bon, souvent, tu veux quelqu'un qui bosse au résultat. Mais pour du développement informatique, je recommanderais de bosser dans ce cas par itération. C'est vraiment de se dire, tu limites tes risques et tu bosses sur des itérations d'une semaine ou deux max. Si t'es pas payé, il faut bien comprendre que tu seras pas payé pendant 2 semaines. Et d'ailleurs, financièrement, le dernier point que je pourrais rajouter, c'est que quand j'ai démarré en tant que freelance, j'avais 6 mois de matelas. Et si tu fais pas ça, c'est un peu risqué, parce qu'en fait, entre le moment où tu démarres freelance, tu obtiens ton premier client, et le moment où il te paye, si tu passes par Malte, alors c'est une sorte de pub, mais c'est vrai que si tu passes par Malte, t'as une garantie de paiement à J+1, tu vois. Enfin, je sais pas si J+1, je crois que maintenant c'est J+10 ou un truc comme ça. Mais t'as des clients, ils peuvent te payer à 60 ou 90 jours, quoi. C'est pas censé être légal, hein. En France c'est 45, je crois. Mais enfin, c'est pas comme ça. En vrai, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. T'as des clients, ils payent beaucoup plus tard. Donc ouais, il faut prévoir du matelas. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, puis sur la partie facturation, enfin, je pense que j'ai toujours eu des soucis sur la partie facturation. Ouais, tu verras. Quand tu passes en direct avec le client, t'as toujours des soucis. Pour un peu Ouais. en plus que la presta soit étalée, que t'es facturé quelques jours là, un truc ici, parce que la dénomination change, ou dans le cadre de formation, c'est une formation de 4 jours sur ceci, sur cela. T'as plein de factures qui sont en attente, et derrière, ils te payent une facture, mais c'est pas la bonne, et c'est pas la bonne référence, et machin. J'ai déjà attendu jusqu'à 6-7 mois pour être payé, donc je vois exactement. Et j'ai testé le système de. Enfin, j'ai testé sans le vouloir le système de Malte, justement, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais justement, on est payé même si le client verse pas la somme. Et effectivement, facturage, ça j'étais bien content. Ouais. Bah, on a plusieurs systèmes qu'on a mis en place, mais parce qu'en fait, enfin, tu vois, on était plusieurs à avoir été freelance. Donc en fait, on a aussi construit le produit en connaissant ces trucs-là. La facturage, c'est un truc, effectivement. C'est le fait, tu fais. Alors, t'as plusieurs façons de faire de la facturage. C'est entre guillemets une sorte de prêt, ou c'est vraiment un truc très spécifique qui est de l'avance de fonds. Les relances de paiement, tu vois, pour inciter les clients à payer plus vite. Le fait d'ailleurs d'avoir des gens qui sont payés dans l'équipe pour aller voir les clients qui payent trop lentement. T'as plein de mécanismes comme ça, avec les références de paiement aussi qui sont dans les virements, tu vois, et qui permettent de faire un rapprochement bancaire entre les deux lignes, entre le paiement lui-même et la facture. T'as encore des clients qui les mettent pas, donc des fois c'est un peu chiant. Les premières années, c'était un enfer. Parce qu'en fait, on avait des systèmes moins élaborés, tu vois, sur tout ce qui était un peu back-office, sur tous ces trucs-là. Et donc, tu avais des clients, ils payaient sans référence. Et ça se retrouvait, en fait, dans un sorte de gros pot commun. Et il fallait retrouver la somme et retrouver le freelance. Sauf que quand toi, tu as un virement sans référence, tu fais bah... Ouais. Donc, je peux te dire que ça demandait beaucoup de temps humain pour faire sa réconciliation. C'était un enfer. Ça existe encore un tout petit peu, mais ça a beaucoup diminué parce qu'on avait beaucoup de choses en place d'un point de vue technique pour limiter ces cas-là. Mais voilà, ouais, bien sûr, ces trucs-là, on les connaît, ouais, on connaît ces problèmes administratifs. Ouais. Peut-être pour partir sur une touche un peu plus zen après après tous les problèmes de facture et les mauvaises sensations qui reviennent. Tu es parti à l'étranger, tu es parti faire une expérience alors personnelle et professionnelle au Japon. Je dis professionnelle parce que peut-être que tu reviendras là-dessus sur le développement de ta chaîne YouTube, de tes activités à côté. Est-ce que tu veux revenir là-dessus? Est-ce que c'est un sujet que tu veux qu'on aborde? Je sais que tu as déjà fait au moins une vidéo dessus et tu en as parlé aussi sur ton blog. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi être allé au Japon? Pourquoi le Japon? Pourquoi c'est trop bien ou pourquoi c'est pas si bien que ça? C'est quoi un petit peu ton débrief sur tout ça? Ouais. Non, bah écoute, il y a plusieurs choses qui se sont un petit peu, ouais, qui sont un peu entrées en collision en même temps. C'est qu'il y a un moment, j'ai décidé de quitter Malte, et en même temps, je me suis dit, putain, ça fait des années que j'ai envie de partir à l'étranger. D'un point de vue personnel, il y a beaucoup de choses qui ont fait que ça a pu être possible. Tu vois, c'est un projet familial, c'est pas qu'un projet personnel. Et donc, effectivement, il y a eu un départ au Japon qui, du coup, correspondait, entre guillemets, à ma fin de rôle opérationnel chez Malte. Je suis parti au Japon 1 an. Là, je viens de rentrer. Là, je suis bien chez moi. Je suis à Lyon. Mais je suis parti 1 an à Tokyo.
Et bah, c'était assez enrichissant, on va dire, en termes d'expérience, hein, parce que c'est sûr que juste dans un pays très 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 différent, ça t'apprend. Je dis souvent, il y a certains savoirs qui sont intransférables. Tu sais, j'aime beaucoup parler de cette notion de savoir intransférable. Un savoir intransférable, c'est quelque chose, tout le monde le sait. Enfin, moi je le sais parce que je l'ai vécu. Et globalement, toi, tu le sais parce qu'on te l'a dit plein de fois. Mais entre le fait de le savoir et le fait de le vivre, il y a une grosse différence. Tu sais, par exemple, là, c'est un sujet complètement différent, mais l'éducation des enfants. Souvent, tu vas dire à des enfants, plein de fois, attention, ne fais pas ça parce qu'il pourrait se passer ça. L'enfant le sait, c'est évident. Mais c'est uniquement en se brûlant, par exemple, que, ah oui, ok, d'accord, c'est un problème. C'est un vrai problème et je devrais vraiment pas le refaire comme ça. C'était un exemple un peu caricatural, mais c'était pour illustrer la notion de savoir non transférable. C'est des choses que tu ne peux vraiment acquérir que quand tu l'as expérimenté. Donc oui, bien sûr que je savais que c'était des paysans d'aller à l'étranger. Évidemment, je le savais. Mais en le vivant, je l'ai compris. Et j'ai effectivement eu des différentes activités pour un peu, voilà, en quittant Malte, j'ai fait d'autres choses. Alors bon, évidemment, déjà, il y a eu l'investissement sur la vie au Japon, qui était déjà une première chose. Mais professionnellement, j'ai lancé une sorte de petit SaaS qui correspond à... Parce que moi, j'aime bien bloguer. Enfin, je blogue depuis des années. Donc j'ai lancé un SaaS qui s'adresse aux blogueurs et qui propose des outils, alors, Web Analytics, mais dédié blog. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose que ce que tu aurais en termes d'analytics ailleurs. Newsletter aussi, donc des services qui se basent sur le flux RSS. Des choses comme ça, c'est sympa, j'aime bien développer. Comme je te l'ai dit, moi j'adore le produit, donc voilà, c'est intéressant à faire. Et puis j'ai lancé effectivement 2 chaînes YouTube, parce que j'aime beaucoup parler de mon métier, mais pas uniquement. Tu vois, en fait, il y a des sujets que j'aborde sur une des chaînes YouTube qui sont plus du terme du retour d'expérience. Tu vois, c'est qu'est-ce que j'ai fait en tant que CTO. Donc finalement, des sujets comme ceux dont on parle aujourd'hui, en fait, c'est des sujets que je peux aborder sur ma chaîne. Et puis il y a une autre chaîne que j'aime bien, qui est plus sur des aspects. À quoi sert. Enfin, quelle est la place de la tech dans la société? Comment est-ce que. Déjà, quelle est l'histoire de la tech? Moi, je trouve ça hyper dommage, en fait, que on ne connaisse pas des gens qui ont bossé et qui sont clés dans la tech et qui ont vécu il y a 50, 60, 80 ans, même des fois 100 ans. Enfin, c'est cool, quoi. Tu vois, ça fait partie de la culture générale pour moi. Il faudrait un peu les remettre au goût du jour, ces personnes-là. Certaines le méritent vraiment. Mais au-delà de ça, c'est comment est-ce que s'inscrivent les usages de la tech dans la société moderne. Alors, bon, l'IA, c'est un peu un marronnier et j'ai pas envie de faire 50 vidéos là-dessus, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui sont hyper intéressants. Tu vois, typiquement, c'est quoi l'écosystème tech au Japon? À quoi il ressemble? Et pourquoi est-ce qu'il est différent de la France? Tu vois? En fait, parce qu'il s'est construit de façon différente dans l'histoire. Bref, pas m'éterniser là-dessus parce que j'ai l'impression que je commence une de mes vidéos. Mais tu vois un peu les thèmes que je travaille. Et voilà. Et sur le Japon en lui-même, écoute, j'ai bien aimé. Mais pour toutes les personnes qui se disent tiens, je vais m'expatrier là-bas, je leur dirais de tester d'abord. C'est un pays qui est difficile quand même, qui est pas très ouvert. C'est un pays, déjà c'est différent de faire du tourisme et de faire vraiment une installation. C'est un pays sur lequel t'as pas tes marques, mais surtout, je pense que ce sera difficile de les avoir un jour. Parce que c'est pas un pays comme la France par exemple, ou comme l'Australie que j'ai pu voir aussi dans le même. Parce que j'ai fait un petit détour là-bas. C'est des pays qui sont naturellement cosmopolites, avec naturellement un maillage ethnique très large. Donc, il y a c'est très facile de s'intégrer. Enfin, très facile. Évidemment qu'il y a des problématiques. En France, tu sais qu'il y a des problématiques, mais ça reste faisable. Au Japon, tu seras jamais japonais. Et donc, ça crée plein de petites subtilités pas toujours très agréables. Voilà. Après, il y a des choses qui sont hyper bien. Moi, j'ai adoré certaines parties de Tokyo, certaines parties du Japon, je trouve vraiment très très sympa. D'autres moins. Mais voilà. Ma conclusion, c'est je suis pas prêt à y vivre. J'aime beaucoup le pays et je pense que peut-être qu'un jour j'irai revisiter. Mais je suis pas prêt à y vivre et je pense que toutes les personnes qui veulent y vivre, de toute façon, c'est normal. Hein, quand tu t'expatries, il faut faire une petite période d'essai. Et c'est vraiment nécessaire d'aller la faire avant de vraiment s'installer, quoi. Ok.
Ok. Et pour parler peut-être un peu de l'étranger, tu es aussi pas mal appliqué sur tout ce qui est la tech qui tourne autour des USA, la dépendance, etc. de la tech américaine. Donc j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps avec Quentin Adam, qui est le CEO de Clever Cloud. On avait parlé de pas mal de ces sujets. Tu as aussi créé un outil qui permet de mesurer différentes choses. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tout ça? Ouais, j'ai fait plusieurs vidéos et plusieurs articles de blog sur le sujet. Motivé évidemment par les changements qu'il y a eu depuis le début de l'année et l'investiture de Trump. Mais qui revient sur un sujet qui était finalement, qui date pas d'il y a 6 mois, mais qui est la souveraineté, entre guillemets, que j'aime pas en termes de termes. Et donc, toute ma réflexion, toute la réflexion que j'essaie de pousser dans les vidéos, etc., c'est de se poser la question, mais en quoi est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'il faut l'être, ou pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'être? Est-ce que c'est... quel est le vrai sujet? Mon propos à moi, c'est de dire que l'indépendance totale n'est pas complète, elle n'est pas possible, pardon. La souveraineté à 100%, pour moi, c'est un mythe. Parce qu'aujourd'hui, les chaînes de valeur, que ce soit dans le logiciel ou dans le hardware, elles sont extrêmement interdépendantes de tous les pays. Personne ne sait faire aujourd'hui un téléphone de A à Z, personne ne sait faire aujourd'hui un OS de A à Z, personne ne sait faire... l'OS, il y a plein de subtilités. Bien sûr que tu peux faire un fork d'un truc, et puis voilà. Mais globalement, tu as des contributeurs, par exemple dans le monde du logiciel, qui viennent un peu partout, dans le monde de l'open source. Donc tu as des librairies qui viennent un peu partout. Déjà, tu as supply chain complète sur ton logiciel. Il y a peu de chances que tu sois 100% français. Bon. Dans tous les cas, tu as un équipement en dessous qui lui aussi aura du mal à être 100% français. Donc pour moi, cette notion de souveraineté à 100%, j'y crois pas des masses. Par contre, et je sais pas si elle est souhaitable, d'ailleurs, aussi. C'est-à-dire que c'est cette interdépendance qui fait aussi qu'on s'entende bien, parce qu'on fait du commerce ensemble. Et quand on fait du commerce ensemble, on a des intérêts communs, ce qui est normal. Et donc, on se tape un peu moins dessus, sauf quand les échanges sont très déséquilibrés. Donc ça, je vais y revenir juste après. Donc, si tu as des échanges équilibrés entre individus, c'est un peu ça qui crée une certaine stabilité dans une relation. Pour moi, ça, c'est quelque chose de souhaitable. Avoir des écosystèmes complètement fermés, c'est revenir à une certaine époque, où on avait beaucoup moins d'infrastructures en commun, et c'est une époque où on avait un peu plus de conflits. Donc voilà, cette souveraineté, j'y crois pas. Je crois beaucoup à l'interdépendance, par contre. Et comme je te disais, il y a quand même un sujet qui est pour moi un peu plus problématique, c'est quand tu commences à avoir un déséquilibre sur cette relation. Quand par exemple tous tes services, ils sont fournis par un pays et pas par un autre. Et ça, aujourd'hui, effectivement, en Europe, on est un peu en défaut, parce qu'il y a un ensemble de services qu'on ne propose pas. Ou qu'on propose, mais qui sont très très loin derrière, si tu veux, les leaders mondiaux. Et donc ça, comment on fait pour y résoudre? Pour moi, il y a plein de sujets qui se télescopent un peu là-dessus. Il y a volonté politique, tu vois, typiquement l'investissement que tu peux faire quand je dis l'investissement, ça peut être les appels d'offres publics, ça peut être des subventions, voilà, c'est tout ça l'investissement au niveau politique. C'est comment est-ce que tu fais pour stimuler des acteurs locaux. Ça peut être aussi une question d'état d'esprit européen, parce qu'en fait aujourd'hui, quand tu crées une boîte, par exemple, aujourd'hui on a créé une boîte qui s'appelle Malte, et cette boîte en fait elle a vachement de mal à s'étendre dans tous les pays, parce qu'en fait à chaque fois que tu repars d'un pays européen, tu repars de zéro. C'est-à-dire, t'as pas une notion de boîte européenne aujourd'hui, c'est très rare d'avoir une notion de boîte européenne. Et c'est pas une question réglementaire. C'est pas une question qu'il y a des législations différentes suivant les pays. Aux États-Unis, il y a des législations différentes suivant les États américains. La comptabilité aux États-Unis est très chiante. Parce que c'est pas la même chose suivant les différents États. T'as des paradis fiscaux aux États-Unis, t'as le Delaware. Donc les États-Unis sont pas différents de ce qu'on a en France, à part la langue, évidemment. La langue, ça joue quand même pas mal. Mais il y a une notion d'unité. Qu'on n'a pas tellement en Europe, parce qu'en fait, on aime bien dire qu'on est soit très français, soit très allemand, soit très, je sais pas quoi, belge, etc. etc. Donc ça, c'est une question plus d'état d'esprit. Et puis après, il y a une question d'investissement. Bon, la question de l'investissement, celle-là, elle est un peu délicate, parce qu'en fait, oui, les États-Unis, ils ont des investissements plus importants, parce que, en fait, ils ont un système de retraite. C'est une des raisons, mais ils ont un système de retraite par capitalisation. Donc tu as les mécanismes des fonds de pension. Les fonds de pension sont énormes en termes de capacité d'investissement, et c'est eux qui vont investir beaucoup dans l'économie, et notamment dans la tech. En Europe, t'as pas ça.
Je le regrette pas personnellement. Alors, ça c'est un avis personnel. Hein. Je veux pas aller trop dans ces sujets-là, mais je trouve que c'est plutôt bien d'avoir un système de répartition. Mais ça fait qu'on est moins fort sur l'investissement. Donc ça c'est l'effet de bord. Voilà, c'est comme ça. Tu choisis t'as un choix. Tout n'est pas. Et donc à partir de là, comment tu fais pour contrebalancer ça? Bah en fait, moi j'ai quand même un avis là-dessus, c'est que il faut pas croire quand une entreprise lève, je sais pas, je vais dire une connerie, 100 millions aux US, qu'elle est fondamentalement 10 fois meilleure qu'une boîte qui a levé 10 millions en France. Parce que les niveaux de salaire aux US n'ont rien à voir. Parce que tes investissements marketing n'ont rien à voir. Tout ce qui est frais publicitaires, etc., aux US, c'est plus cher. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui vont différer. Et au final, ta boîte qui est plus petite en France, bah, potentiellement, elle peut performer et faire un truc bien. Après, c'est plutôt une question de fragmentation du marché européen il y a plein d'autres questions, mais qui ne sont pas spécifiquement liées que à l'investissement. Évidemment, sauf quand c'est du hardware, de la logistique, etc., qui là demande des investissements lourds. Et là, effectivement, c'est des sous. Mais pour du soft, je suis pas d'accord. Pour le soft, on peut faire des trucs très très bien en Europe. Ok. J'ai été très vite sur plein de points, donc forcément. Non, mais c'est très bien. Et, parce que, tu sais, souvent on dit justement qu'en Europe on a du mal à développer sa tech, et t'en fais complètement partie avec Malte, de la tech française et européenne globalement. Même si tu le dis, il n'y a pas de boîte européenne, mais tu vois ce que je veux dire dans l'idée. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, il n'y a pas un frein sans... Comment dire, même sans parler du côté politique, bord politique, etc., parce que c'est pas l'objectif, mais est-ce qu'il n'y a pas un frein qui est politique? Tu disais non, pas réglementaire, donc, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir une Silicon Valley en Europe? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir une Europe qui est forte? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir des salaires comme aux États-Unis, que tu compares différents clouders, pourquoi AWS. va payer des ingénieurs à 200-300K pour des postes seniors et après même encore plus, du Google Cloud c'est pareil. Pourquoi en Europe on n'arrive pas à faire ça? Alors si on prend la Suisse, ok on est d'accord, mais il y a quand même beaucoup de GAFAM, etc. Il y a quand même beaucoup plus de côté international en Suisse peut-être sur ces gros salaires. Ouais. Il y a plein de points. Donc, le premier sur les salaires. Après, tu essaieras de me les relister parce que je vais les oublier. Ouais. Le premier sur les salaires. Moi, je ne compare pas les salaires d'un pays juste en valeur monétaire comme ça. Parce que je considère que, en fait, tu vas avoir plein d'autres choses qui sont, indirectement dans ton niveau de vie. Alors, on parlait tout à l'heure du social. Tu peux avoir un niveau de protection qui est plus fort. Et donc, qui est compris, en fait, entre guillemets, dans ton salaire. Tu peux avoir aussi des infrastructures. C'est assez plus lié aux impôts, mais tu peux avoir des infrastructures qui sont différentes. Tu peux avoir un niveau de vie qui est aussi lié, par exemple, au niveau de loyer. C'est très bien d'être payé, je sais pas combien en Californie, mais j'ai plus les chiffres malheureusement. J'ai lu encore un truc il y a pas très longtemps où globalement, tu te loges pas à moins d'un salaire assez important, quoi. Très cher. Ouais. New York est pas mal aussi, hein, dans mes souvenirs, parce que j'avais regardé ça il y a longtemps. J'avais regardé ça, je sais plus, 2008, un truc comme ça. Ouais, en dessous de 3-4 000 euros par mois, C'était t'auras pas cher, grand-chose, quoi. Parce que j'avais regardé à l'époque, en 2009, en Californie, parce qu'on avait une opportunité de partir là-bas. J'ai regardé les loyers, et au début je fais « Oh, ça va en fait ». Puis en fait j'ai vu que c'était à la semaine. Oui, d'accord, oui d'accord, ok. C'est pas pareil. Non mais donc voilà, donc c'est pour ça que je dis, je compare pas les pays directement en termes de salaire, je trouve que c'est pas représentatif. Oui, c'est vrai. Moi je trouve que tu vis très très bien avec certains salaires que tu peux avoir en France, par exemple à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, etc. Je trouve que tu peux avoir des salaires à 80, 90. Et attention, là, je tape comme dans les gros salaires. Voilà, oui, ce que j'allais dire. Là, déjà, c'est du gros salaire pour lui. On parle des gros salaires. Mais qui sont pas de l'ordre de ce que tu vas retrouver dans la Silicon Valley à 300, 400. Hein. Et pourtant, moi, je préfère être dans ces villes-là à 90 qu'en Silicon Valley à 300. C'est un avis personnel, mais bon. Donc déjà, pour moi, ça, c'est un sujet qui est... où je comparerais pas de façon identique. Après, tu me disais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de boîte européenne. Alors, bon,
on va passer sur les Klarna, sur les Booking, sur les Spotify, etc. Il y en a comme des boîtes. Mais souvent, il y a une question de fragmentation du marché européen. Tu vois, une boîte, elle est avant tout française, avant tout américaine, avant tout allemande, avant tout belge, etc. On a du mal à concevoir le marché dans sa globalité. Et il y a une question d'ambition aussi, tu vois. Je pense que, par exemple, Xing, c'est une sorte de LinkedIn allemand. C'est dommage, tu vois, qu'ils aient pas essayé de s'étendre sur l'Europe entière. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, je connais pas leur histoire exacte, tu vois, mais toujours est-il qu'en tout cas, je sais qu'ils sont qu'en Allemagne. Alors, je peux m'inscrire, je me suis inscrit d'ailleurs juste pour aller voir, regarder ce que c'était, tu vois. Bon, j'ai senti que c'était quand même purement allemand et c'est tout. Il y a plein de boîtes comme ça qui n'ont pas cette ambition, et on a eu cette même discussion, tu vois, chez Malte au début. Au début, on s'est concentré que sur le marché français, puis après, on a commencé à étendre sur les autres pays. Je pense qu'on aurait pu avoir une approche différente, ou pas. Je pense aussi qu'on pourrait avoir une approche différente en termes de déploiement dans les pays. Mais toujours est-il qu'il y a cette fragmentation qui freine beaucoup. Tu vois, quand tu fais des produits, ça dépend évidemment du type de produit. Tu fais un produit comme Trafic. Trafic, tu connais, c'est né à Lyon, tu sais. C'est comment il s'appelle, Émile Vosges, c'est ça? Oui, je crois bien, ouais. C'est né à Lyon, c'est un produit comme ça. Évidemment qu'il n'y a pas de problème, ça tu peux le mettre à l'international tout de suite, tu vois. Mais dès que tu as des produits un peu de service ou de médias, tu vois, c'est beaucoup plus complexe. Parce que ça vient avec une identité, et cette identité, elle est liée à un pays. Après, Trafic et open source, enfin, je veux dire, c'est aussi un... Je comparais pas un Trafic et un Malte, tu vois, ou à d'autres boîtes. Trafic, c'est une société commerciale quand même. Avec les... Ok, oui, je vois, mais je veux dire, on est dans un... Bon, ils ont été leaders dans ce qu'ils ont fait, mais je veux dire, dans leur périmètre à eux, ils ont été leaders, ils ont fait ce qu'il fallait, mais je veux dire, on est quand même dans une communauté tech qui déjà est très mondialisée, et oui, c'est open source. Et... c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, c'est totalement différent. De la même façon, je pourrais te citer Sonar ou Nuxt, qui sont européens. C'est des boîtes, c'est entre guillemets plus simple de s'étendre, même si je pense que tu pourrais parler par exemple aux personnes de Nuxt, ou de Sonar d'ailleurs, le budget marketing pour s'étendre, t'as quand même des limitations financières, mais globalement tu peux t'en sortir, tu peux y arriver. Mais pour tous les autres activités, tu vois, que ce soit du Malte, du back market, du Doctolib, c'est quand même très dépendant d'une logistique locale et d'un marketing local. Et donc à partir de là, c'est beaucoup plus complexe de s'étendre. Donc j'ai dû oublier certaines de tes questions. Non, mais c'est très bien. Mais comment ça se fait qu'on arrive à avoir un Facebook, à avoir des entreprises américaines qui viennent et qui s'établissent et qui deviennent en fait la norme en France? Bon, tu me diras, Facebook, c'est peut-être un peu plus ancien, tu vois, peut-être TikTok, je vais prendre, ou je sais pas, mais comment ça se fait qu'on a des entreprises comme ça? Alors, parce que, encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas comparables, et je peux pas comparer un Malte et un Facebook, parce que Malte, vous avez de la réglementation, vous avez beaucoup de choses, et comme tu as dit, à chaque fois qu'on parle d'un sujet, ça creuse. Donc c'est du B2C versus du... tu vois, enfin, c'est du... Enfin, ça s'adresse à des consommateurs réguliers versus... nous, on est plutôt du B2B, entre guillemets, même si c'est du petit B pour... freelance et société individuelle, mais bon, ça reste quand même assez différent. Non mais, on a eu des fois des freins, tu vois. Honnêtement, j'aurais pas la réponse exacte, mais je pourrais te citer des exemples comme Viadeo, comme Dailymotion, quoique Deezer, ils ont quand même réussi à dépasser les limites de la France. Copain d'avant, c'était, je sais plus si c'est avant Facebook ou après Facebook, mais c'est la même période quasiment. Ça aurait pu devenir une sorte de concurrent, tu vois. Bon, ça ne l'a jamais été. Je pense qu'il y a un moment aussi, il y a une certaine forme de manque d'ambition qui est liée aussi à l'absence des techs dans les plus hauts niveaux de décision. Alors je m'explique. Il y a une culture tech aux États-Unis qui est beaucoup plus établie, et tu vas retrouver, notamment dans la Silicon Valley, une prédominance des CEO issus de la tech. Ou tout du moins, en tout cas, t'en as beaucoup. T'as pas que ça, hein, t'as quand même des CEO qui sont pas issus de la tech, mais t'as quand même beaucoup de CEO issus de la tech. Et on va valoriser, et les investisseurs vont valoriser des gens issus de la tech qui créent des produits. Je m'exprime pas pour tous les pays, parce que je les connais pas tous, les pays en Europe, mais en tout cas en France, c'est pas trop le cas. T'as une sorte d'auto-hybride...
Autolimitation. Auto-limitation des techs en France qui ont tendance à se voir que comme des gens qui font du code, mais pas comme des gens qui peuvent créer des boîtes. Tu as quelques exceptions, tu as cité Quentin Adam, on pourrait citer Octave Klaba, etc., mais c'est quand même rare. Tu as, de la part des investisseurs aussi, une certaine réticence à aller financer des boîtes dont les CEO sont issus de la tech. Et ça veut dire que derrière, ça va manquer d'innovation, tu vois. Moi, il y a des boîtes qui sont avec des CEO pas issus de la tech et qui sont innovantes et qui fonctionnent aux États-Unis. Donc, mais je pense qu'il faut les deux. Et aujourd'hui, on manque un peu cruellement de ça. On manque de boîtes avec des CEO qui sont issus de la tech, qui peuvent justement porter beaucoup plus facilement de l'innovation et de l'ambition. Ça passe par un changement qui commence à se manifester un petit peu quand même, hein, mais un changement de mentalité au niveau de l'investissement, mais aussi au niveau des techs eux-mêmes, qui doivent prendre en compte que la création d'entreprise n'est pas limitée aux gens qui sortent des écoles de commerce et de marketing. Mais c'est intéressant parce que t'es pas du tout le seul à dire ça sur le podcast, et Quentin avait exactement le même discours que toi sur les techs. Ouais. Moi j'ai envie de traiter sur tous les sujets sur lesquels je pense qu'on a un levier, tu vois. Et les sujets je peux pas traiter. Typiquement les sujets, on va dire, volonté politique, et appel d'offres, etc. Bon, on peut dire ce serait bien d'eux, mais je peux pas traiter. Le sujet que moi j'ai envie de traiter, c'est plutôt la capacité des techs à faire de la création d'entreprise. Création d'entreprise ou de l'innovation au sein de groupes, hein, de groupes existants. En vrai, c'est l'intrapreneuriat ou l'entrepreneuriat. Tu vois, les deux sont très bien. Et ça, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une prise de conscience des techs à sortir de la tech. À pas faire que de la tech. La tech, c'est hyper important et c'est ça qui nous permettra d'innover. Et on a des têtes très bien faites en France et en Europe. Mais il ne faut pas faire que ça. Et en vrai, c'est ça mon sujet. Et c'est ça que j'essaie de développer sur la chaîne, d'ailleurs. J'essaie de faire prendre conscience aux gens qu'en fait, il n'y a pas de chose qui est jouée d'avance. Je sais que c'est facile de se dire ça, tu sais, quand tu as vécu 10 ans dans un écosystème qui n'a pas bougé. Mais en fait, les écosystèmes, ils bougent pas, ils bougent par tranche de 10, 20, 30 ans, des fois, tu vois. Enfin, la tranche, 2010-2020, c'est déjà une tranche bien spécifique en termes d'investissement, qui est très différente déjà de la tranche de 2000-2010. Il y a des leaders qui sont morts dans les années 2000, que tu t'imaginais pas qu'ils allaient mourir. Certains ont failli crever. Bon, ils sont pas morts, ils sont revenus, je pense, à Microsoft. Et honnêtement, il y a des boîtes, je pense qu'elles peuvent disparaître dans les prochaines années. Et en vrai, ce sera une surprise pour... Aujourd'hui, tu dirais, je sais pas, Facebook va mourir, je sais pas. C'est pas du tout une prédiction. Mais tout le monde te dirait, bah non, c'est impossible. Mais ça se trouve, dans 10 ans, ils sont plus là. Et ça marche par cycle. Et on a eu des succès, tu vois, dans certaines années. Je pense au transport, à l'énergie, des choses comme ça. On s'est focalisé sur certains types d'industrie. Donc, on a un peu négligé les services informatiques. Enfin, quand je dis les services, c'est, tu vois, le numérique. Bon, ok, c'était pas notre moment. Je pense qu'on est en retard sur le cloud, sur les services et sur l'IA. Mais déjà, c'est pas terminé. Et puis peut-être qu'il y a un autre sujet qu'on connaît pas encore et qui va émerger dans les 5 prochaines années et on sera dessus, tu vois. Ouais. Donc voilà, je suis pas aussi noir, mais par contre, ce que je pense, c'est que pour tous les techs, il faut qu'on prenne conscience de l'importance qu'on peut avoir et du levier qu'on doit actionner. Et ça, c'est purement dans la tête. C'est nulle part ailleurs. Donc c'est plus facile d'agir. Ouais. Plein de sujets intéressants et j'aurais aimé qu'on puisse creuser cette partie-là, mais écoute, peut-être pour un autre épisode, pour une prochaine fois avec grand plaisir. J'ai pour habitude de clôturer avec un petit quiz, si tu veux te prêter au jeu. C'est des questions très rapides, un peu comme ce que tu faisais en entretien. Okay. C'est juste du oui, non, très très court. Le but, c'est d'aller très très vite et d'essayer de jamais sortir de la réponse très courte. Des fois, c'est volontairement frustrant. Des fois, c'est volontairement très frustrant. Et c'est voulu. Mais c'est juste en gros prendre une prise de position. Voilà, bêtement, enfin, dans la réponse, et voilà. C'est l'exercice qui est pas fait pour moi. Moi, je sais faire que des... Ça dépend. Mais vas-y, on va essayer. Ok, ça marche. T'es prêt ? Ouais. Alors, si tu devais résumer le Japon en une seule sensation.
Dépaysement, je sais pas. Trop dur, hein, trop dur. Ouais, compliqué. Ouais. Ah si, figurines, j'en ai acheté plein. Figurine. Ok. Si tu avais une carte blanche, quelle idée ou produit du Japon tu importerais en Europe? Les transports en commun, Transport en commun. ils sont incroyables. Ok. Au contraire, quel produit ou idée du Japon, pour toi, ça marcherait jamais en Europe? Pas que c'est pas bon, hein, mais c'est qu'en Europe, ça marcherait pas. Putain, j'aurais pu citer la Kekar juste avant. La voiture japonaise. Qu'est-ce qui marcherait pas? Je vais me faire des ennemis. Une partie de leur nourriture. La nourriture. Ok. Plutôt CTO qui code tous les jours ou un CTO qui ne touche plus jamais à une ligne, mais fait uniquement de la définition de vision? C'est là où je te dis, ça dépend. Ça dépend de la taille de la boîte. Bon, moi, je préfère coder. Moi, je préfère Ok, coder, mais tu je préfère préfères coder. on est dans une boîte plus petite. Ok. IA générative, menace ou opportunité pour les freelances? Opportunité. Opportunité. Il faut quitter Twitter/X aujourd'hui en 2025 pour toi? Oui. Oui, on t'a vu, c'est quand même un peu orienté. Oui, ça va, c'était facile. Là. Est-ce qu'on doit interdire TikTok en Europe? J'ai C'est pas un suivi. oui, non, bien sûr. Je dirais oui. J'ai honnêtement pas autant suivi TikTok, mais j'ai quand même vu 2-3 affaires, et donc je dirais oui. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi ton... Ou alors, all the time, hein, c'est quoi ton langage de programmation préféré? Allez, on va dire Kotlin. Ok. Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises tous les jours? Un outil tech? Un indispensable? Un outil tech, mon IDE quoi. Je sais pas. Ouais, c'est quoi ton idée? Je suis IntelliJ. Ok. Mais j'ai une relation d'amour-haine avec, donc en vrai, Ouais. je le recommanderais pas. Freelancing, plus de liberté ou plus de stress? Liberté. L'avenir du freelance en ce moment, plus sur la croissance ou sur le déclin? Croissance globalement, Croissance. mais période difficile. Ok. Le TJM maximum que tu as déjà vu chez un freelance? Le plus haut TJM que tu as eu? 3 ou 4 000, un truc comme ça. Mission courte? Ouais, Non. bien sûr. Ouais, Alors, j'espère. pas mission longue à ce prix-là. Le remote, c'est bien ou c'est mauvais dans une équipe tech? Bien, tu me demandes court, bien. Bien sûr. Ouais. Ok. Est-ce que quand tu es freelance, tu dois te former aussi à la vente? Oui. L'Europe peut-elle rattraper la Silicon Valley? Moi je dirais oui. Ok. Tu utilises un clavier traditionnel ou un split? Traditionnel. Traditionnel. Est-ce que tu utilises ChatGPT ou de l'IA tous les jours dans ton quotidien? Ouais. Un film que tu pourrais ou que tu as peut-être déjà vu 10 fois ou plus? Et que j'aime bien, c'est ça? Ouais. Ouais, Fight Club. Fight Club. Okay, ouais. Un sujet que tu n'as jamais eu l'opportunité mais que tu rêverais de présenter en conférence? Aucune idée. Aucune idée. Ok. Et là aujourd'hui, un peu baguette magique, machin, pas de finance, rien du tout. Imagine, tout seul dans ta bulle. T'as 1 an, tu peux faire ce que tu veux d'un point de vue tech, tu fais quoi? Il n'y a aucune répercussion, c'est juste du kiff. J'ouvre une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, ok. T'es déjà dans le rêve alors. C'est ça. Une personnalité tech avec qui tu rêverais d'échanger, tu peux être 2 heures, 3 heures dans une pièce avec cette personne. Je réfléchir. J'aime bien Marty Kagan, il n'est pas spécifiquement que tech. Après, j'ai tellement écouté en conférence. J'ai peut-être plus besoin de discuter avec lui, mais. Dur. Ouais, éventuellement Arthur Mensch. Ok. On te propose un contrat chez un GAFAM, tu signes ou tu signes pas? Il y a des années, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui, je te dirais non. Ok. Est-ce que pour toi, le freelance actuel, il est figé, on est déjà dans la bonne forme, ou est-ce qu'il va évoluer dans les prochaines années, que ce soit, je sais pas, d'un point de vue juridique, les entreprises, comment tu te définis, les protections sociales, enfin, est-ce qu'on est déjà arrivé Il va évoluer. Ça va évoluer, ok. Ouais, parce que c'est un modèle social qui est différent et parce qu'aujourd'hui, il est pas totalement compris par l'administration, donc il va évoluer. Ok. Si tu dois faire un guess bête et méchant, après l'IA, c'est quoi la prochaine vague pour toi? C'est un guess comme ça. Je suis très influencé par le Japon parce que, évidemment, j'y vis 1 an et je trouve qu'il y a beaucoup plus de liens entre le physique et le numérique. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout ça sur l'Europe. Je ne l'ai pas vu non plus aux États-Unis d'ailleurs. Donc j'aurais tendance à dire que la robotique, mais tu vois, dans l'automatisation de tous les jours. Tu vois. Ok. Si demain tu peux supprimer une habitude du monde du travail que tu détestes, ce serait quoi? Tu fais disparaître ça de partout, dans tous les environnements.
Oh, c'est dur ça. Parce qu'en fait, toutes les habitudes, c'est lié à l'excès, quoi, souvent qu'elles sont problématiques. Genre les réunions, tu vois. Tu peux dire Les open space, les open space, allez, les open space. Open space. Ah, je Ok. déteste ça. Ouais. 2 petites questions pour terminer. Sans parler de temps, de prix, de rien du tout. Demain, on te dit tu peux créer un produit ou un service. Hop, tu claques des doigts, il apparaît, ce serait quoi? Un super truc. Tu dis ouais, ça, il faut que ça existe. Ou alors ça, je le prends, mais je le ferai 1000 fois mieux. J'ai pas encore d'idée bien définie, mais ce serait sans doute dans le domaine de la création du visuel. J'aime beaucoup la création de visuel. Ok. J'aimerais bien faire un logiciel de montage beaucoup plus simple à utiliser que ce que j'utilise aujourd'hui. Non, mais je sais pas, j'aimerais faire un truc autour de ça, ouais. La Ok. création de visuel. Je sais pas quoi. Ok. Et alors, peut-être que ça va rejoindre ça. S'il y a une innovation qui n'existe pas ou qui existe encore, c'est quoi que tu aurais pu créer? Parce que, je sais pas, ouais, moi je me serais bien vu créer, je sais pas, Docker, Facebook, je sais pas, tu vois. Il n'y a pas un truc où tu t'es dit, ah ouais, non, mais ça j'aurais pu le faire moi en fait. Ils me sont passés devant, mais j'avais l'idée, j'avais le truc, tu vois. Bon, ce serait hyper présomptueux. Il y a un logiciel que j'ai créer, enfin que j'ai créé en 2009, qui s'appelle Localize Your Apps et qui est l'équivalent d'un Phrase ou WeLocalize aujourd'hui, tu vois. Donc c'est beaucoup moins ambitieux que tout ce que tu viens de citer. Ouais, bien sûr, c'est pas ça je l'avais créé en 2009 et j'ai eu tous les défauts du tech de base qui fait que j'ai pas réussi à le développer plus. Commercialement, je parle. Petite frustration, pour le coup. Ok. Félicitations, tu viens de passer le quiz. Il était pas si terrible que ça, si? Ça va. Enfin, il y a des questions dures, mais allez. Je te remercie d'être venu sur le podcast. J'aime bien terminer en demandant si tu as des livres, des ressources, des choses que tu aimes bien, que tu recommandes, que pour continuer la réflexion, est-ce qu'il y a des choses que tu recommandes? Alors, ça peut être rien à voir avec l'informatique, hein, ça peut être un livre de cœur que tu dis j'adore. Est-ce que tu as des choses où tu peux rediriger les gens? Des livres, j'en ai des tonnes. J'ai fait toute une page qui s'appelle ressources sur mon blog avec. Alors c'est dans le domaine de la tech. Difficile d'en faire ressortir un en particulier. Évidemment, j'ai cité Marty Kagan juste avant. C'est quand même quelqu'un qui m'a beaucoup influencé sur la partie produit. Mais ce serait pas le seul bouquin dont j'ai envie de parler. The Future of Management m'avait beaucoup influencé lorsqu'on a créé Lateral Thoughts. Donc c'est un bouquin sur l'innovation justement. Comment tu fais ça, l'innovation dans des groupes de différentes tailles. Voilà, ça c'est dans le domaine pro évidemment, après dans le domaine perso, plein d'autres choses. Ok, t'as une petite annonce, un truc, on peut te retrouver, une petite conférence que tu as donnée, un petit spoil sur la prochaine vidéo, un petit truc à donner ou rien de spécial à te suivre? Eh bien, les 2 prochaines vidéos, enfin les 3 prochaines vidéos mais qui vont sortir, il y en aura une qui va parler de Taïwan, puisque j'ai fait un petit tour là-bas, il y a plein de choses à en dire, c'est un écosystème qui est extrêmement riche et qui a plein d'enjeux géopolitiques. Donc ça sortira sur la chaîne qui s'appelle Eventually Coding. Et puis il y aura 2 vidéos qui vont sortir successivement sur le recrutement en startup. Donc ça parlera de certains sujets qu'on a abordés tout à l'heure. Et voilà. Et peut-être une 3e qui sortira, qui sera liée à ces 2 sujets-là. On verra, je n'ai pas encore d'avis définitif là-dessus. Ok, d'accord. Tous ceux qui sont curieux, qui veulent te suivre, donc tu as 2 chaînes YouTube, comme tu le disais. Tu l'as renommé Sous le capot. Il y a Eventually Coding et Eventually Coding Sous le capot. Pour être très honnête, les noms, je ne sais pas s'ils sont définitifs, mais on verra. Je changerai peut-être. Ok, et le blog c'est Eventually Making. Il y a les 2. Il y a Eventually Coding en français, eventuallycoding.com, et eventuallymaking.io, puisque c'est la version anglaise, c'est les mêmes articles quasiment. Il y a plus d'articles qui sortent en français, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont spécifiques à la France, donc voilà, que je m'amuse pas à mettre sur le blog anglais, mais il y a les versions anglaises de certains articles sur eventuallymaking.io. Ok, et donc sur tout ça, tu partages ton expérience professionnelle, ton expérience personnelle, l'entrepreneuriat, plein d'autres thèmes, des vidéos où on parle de sujets, enfin, plein de choses, ouais, plein de choses. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Peut-être un autre épisode pour échanger parce qu'on a déjà duré 2h30 et c'est même pas complet. J'aurais voulu encore discuter plein d'autres choses avec toi. C'est super intéressant. Merci beaucoup d'être venu. Écoute, merci à toi pour l'invite. Et puis écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires sur Spotify, à mettre le petit cœur ou je sais plus le petit plus sur Spotify. On met des extraits sur TikTok, sur plein d'autres plateformes. N'hésitez pas, voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.